Il est considéré comme l'un des plus fameux pirates français de son temps. Au XVIIIe siècle, Olivier Levasseur, dit Labuse, a écumé les mers, des Caraïbes à l'océan Indien. Mais surtout, Labuse est connu pour avoir effectué en 1721 la plus grosse prise de la piraterie, en s'emparant de la Vierge du Cap, un navire portugais rempli de diamants, d'or et d'argent. Dans Histoire, nous vous proposons d'aller à la découverte de ce forban qui a inspiré One Piece, le manga le plus vendu au monde. Pourquoi Labuse fascine autant ? Jean Soula, archéologue marin et spécialiste des pirates, nous répond. Olivier Levasseur, dit Labuse, il est connu malgré lui à cause ou grâce à son trésor. Son trésor qu'il aurait caché dans l'océan Indien, par de mythes, par de légendes. En tout cas, cette histoire a pris corps lorsqu'il a été pendu en 1730 à La Réunion, à Saint-Paul, en place publique, où il aurait clamé à la foule « Mon trésor, à qui saura le prendre ?» Donc on a vraiment une histoire de trésor qui est associée à un pirate, trésor qu'il aurait caché sur une île exotique. Avant de s'intéresser au trésor de Labuse, mythe ou réalité, partons sur les traces d'Olivier Levasseur. Vous écoutez Histoire, une collection de podcasts produite par le pôle Outre-mer de France Télévisions. Je suis Cécile Baquet, journaliste, et je vous propose d'explorer en 3 épisodes l'histoire d'Olivier Levasseur, pirate des Caraïbes et de l'océan Indien, surnommé Labuse. Premier épisode, Labuse, un pirate des Caraïbes. Olivier Levasseur est né le 5 novembre 1695 à Calais. En cette fin de XVIIe siècle, Louis XIV dirige alors le royaume de France, qui vient de connaître une grande famine causée par les guerres, les maladies et le climat. Que sait-on de l'enfance calaisienne d'Olivier Levasseur ? Retrouvons Jean Soula, spécialiste de l'histoire et de l'archéologie de la piraterie. Alors son enfance calaisienne, on n'en sait pas grand-chose. Par contre, on a retrouvé son acte de naissance dans les archives de la ville, récemment, grâce à des généalogistes et puis des chercheurs qui se sont intéressés vraiment à son cas. C'est assez rare, il faut le dire, de retrouver vraiment l'acte de naissance d'un pirate qui a vogué sur les océans et qui a pillé de nombreux navires, qui font tant rêver les enfants et les grands aussi. C'est tout le public. Donc ça, c'est vraiment vraiment intéressant. C'est vrai qu'on commence vraiment à parler de Labuse dans les archives qu'à partir des années 1713-1714 dans les Caraïbes. Toutefois, d'après 2 livres récemment parus à La Réunion sur Olivier Levasseur, on dispose de quelques informations sur son enfance. On sait notamment qu'il est orphelin de père, comme en témoigne Charles Mézance-Briseul, auteur de Labuse, la biographie du plus grand pirate français. Son père est mort lors de l'attaque du fort de Risban à Calais par les Anglais. Attaque assez étonnante où les Anglais se tiennent dans la mer, tirent au canon sur la ville, sans faire de trop gros dégâts, sauf qu'ils vont tuer quand même quelques personnes, dont 3 personnes, dont le père de Labuse, qui va mourir quelques mois avant sa naissance. Donc Olivier Levasseur, Vasseur dans les archives, va se retrouver orphelin de père avec une mère de 23 ans qui va l'élever donc seule. Veuve à 23 ans, Marie-Anne Jans donne naissance à un futur pirate qui, 3 mois avant de voir le jour, a déjà perdu son père. Mais selon Cyril Lougnon, auteur d'un beau livre édité à La Réunion sur Olivier Levasseur dit Labuse, dans son malheur, le célèbre pirate a pu malgré tout aller à l'école. Alors il a pu bénéficier quand même d'une éducation, puisqu'à partir de 1700, on a les frères des écoles chrétiennes qui s'installent à Calais. Et donc, on sait qu'il a eu quand même une éducation importante. Donc, ce n'était pas un illettré, forcément. Notre futur pirate des Caraïbes sait donc lire et écrire. Et à Calais, il apprend aussi à naviguer. Comme son grand-père maternel, c'est François Janssen, donc un grand corsaire, un capitaine corsaire, je pense que ça a sûrement été pour lui un stimulus pour aller s'engager dans la marine. Donc lui s'est engagé sûrement très tôt sur un bateau. Mais à partir de 1701, donc la guerre de succession d'Espagne éclate. Et donc jusqu'en 1713, jusqu'à ses 18 ans, la France est en guerre contre non seulement l'Angleterre, mais aussi la Hollande, etc. Donc très bonne raison de s'engager dans la marine de guerre.
La guerre de succession d'Espagne a duré une dizaine d'années, pendant la fin du règne de Louis XIV. Cette guerre a employé sur mer beaucoup de corsaires, ces mercenaires de la mer qui travaillent pour le compte d'un État ou d'un royaume. Qu'en est-il d'Olivier Levasseur ? On sait qu'il a quitté Calais en tant que marin pour se rendre dans les Caraïbes. Mais quand et pourquoi faire ? Il y a plusieurs hypothèses. Charles Mézance-Briseul. Alors, soit il part en tant que corsaire, mais s'il part en tant que corsaire, ça voudrait dire on ne peut être corsaire que pendant une guerre. On ne peut pas être corsaire en temps de paix. Alors, la guerre de succession d'Espagne, ça s'arrête en 1713. Donc, ça voudrait dire qu'il est arrivé dans les Caraïbes avant 1713, ce qui ferait quand même un petit peu jeune. C'est une possibilité. Ou alors, il arrive après, et dans ce cas-là, il est plutôt dans la marine régulière, sur un navire de marchandises ou dans le cadre de la traite négrière. Je pencherais plutôt pour cette deuxième option, même si dans 2 ou 3 archives, il va se présenter comme corsaire. Olivier Levasseur a peut-être embarqué à bord d'un navire négrier. Selon Cyril Lougnon, il s'agirait de la Mauresque, en 1713, appartenant à des armateurs calaisiens. L'autre hypothèse, c'est qu'Olivier Levasseur ait quitté Calais pour les Caraïbes en devenant corsaire avant la fin de la guerre de succession d'Espagne. Dans le seul écrit qu'il a laissé dans les dernières années de sa vie et dont on peut consulter la copie aux archives départementales de La Réunion, il déclare effectivement avoir été corsaire. Oui, d'après ce que l'on sait, il aurait navigué pour le compte du roi, mais pareil, c'est pas extrêmement précis. Jean Soula. On le connaît surtout en tant que pirate dans les Caraïbes, parce qu'il a côtoyé en fait les célèbres forbans des Caraïbes. Et c'est en fait par l'intermédiaire de ces pirates-là qu'on va en savoir beaucoup plus sur la naissance du personnage Labuse. Si Olivier Levasseur a été corsaire, ce qui encore une fois est une hypothèse, qu'est-ce qui aurait bien pu le pousser à devenir pirate ? Comme beaucoup de marins, parce que c'est une histoire entre guillemets assez banale pour l'époque, on est en pleine guerre de succession d'Espagne. Les corsaires, anciens corsaires, n'ont plus de travail puisqu'ils officient pendant la guerre de course, pour le compte évidemment d'un royaume, de France, d'Angleterre ou d'autres. Et ces marins, lorsqu'on est en temps de paix, ne peuvent plus agir. De ce fait, ils sont obligés de se reconvertir. Certains se reconvertissent en marins marchands, la marine marchande, et parfois aussi en pêcheurs, ce qui fait beaucoup moins rêver. Et d'autres décident en fait de tourner forban, c'est l'expression, et donc passent de l'autre côté de la barrière, deviennent hors la loi. Finalement, pirate ou corsaire, c'est le même travail, sauf que quand on est pirate, on travaille pour soi, pour son propre compte. Et de ce fait, il va agir dans les Caraïbes en ayant aussi rencontré, comme je l'ai dit, les fameux pirates des Caraïbes pour un peu gagner de l'expérience. En pratique, comment devient-on pirate ? Selon Charles Mézance-Briseul, biographe de Labuse, il y a plusieurs possibilités. Dans le cas d'Olivier Levasseur, il aurait, d'après lui, participé à une mutinerie. On devient pirate pour chercher la fortune, pour fuir une vie de misère, pour éviter la marine marchande qui paye mal ses hommes, qui est extrêmement difficile. Et comment on fait ? Eh bien, on peut voler un navire, on peut rejoindre des pirates, on peut aussi se mutiner. Ce que va faire la mutinerie est très intéressante, puisque vous vous retrouvez avec un bateau gratuit. Olivier, donc Levasseur, Labuse, à bord d'un petit navire, le Postillon, et avec une dizaine d'hommes. Donc c'est pas lui le meneur, c'est un certain Chabot. Ils vont cacher des armes dans la cale, et une fois que le navire va quitter le Port-Louis à Saint-Domingue, une fois qu'ils sont au large et hors de la vue de l'île, ils vont arrêter le capitaine. Ils vont l'abandonner sur une barque, et ils vont partir, et comme ça, ils ont leur premier navire, le Postillon, qui est un petit navire à un mât très maniable, donc qui permet de bien remonter au vent et d'attaquer plus facilement, de se cacher, etc. Donc voilà comment Labuse et ses comparses sont devenus pirates par pur opportunisme au sein de la navire marchande. Olivier Levasseur va, selon la plupart des historiens, devenir capitaine. Et dans la piraterie, le capitaine, c'est un personnage essentiel. Oui, capitaine, paré à virer. L'important, c'est avoir un meneur d'hommes, quelqu'un qu'on suit. Faut imaginer quand même qu'à bord, la vie est extrêmement difficile. C'est une vie de misère. On est dans la promiscuité, dans le manque d'hygiène, etc. Et on avait aussi tout intérêt à écouter les ordres qui
pouvait être donné par la hiérarchie, parce qu'il faut faire fonctionner le navire. Il faut imaginer qu'on a 20% par bateau, hein, c'est grossier, mais en termes de pourcentage, c'est à peu près ça. On a toujours 20 à 30% de marins très très aguerris à bord, et le reste sont des pirates qui sont des hors-la-loi, qui connaissent pas forcément la mer. Donc, ça peut vite être la pagaille. C'est pour ça que, oui, ils ont des droits démocratiques, mais il faut aussi faire fonctionner le navire, et pour ça, c'est le capitaine et ses officiers qui commandent. Et c'est d'ailleurs précisé dans les codes pirates. Marie-Ève Sténuit, historienne de l'art et archéologue. Si on ne suit pas les ordres du capitaine, on s'expose à des tas de sentences. Mais, à la différence des marines officielles, si un équipage n'est pas satisfait du comportement de son capitaine, s'il a pris des mauvaises décisions, ou s'il s'est montré injustement cruel, par exemple, ou au contraire trop laxiste, s'il y a un consensus, donc un vote majoritaire de l'équipage peut décider de destituer son capitaine. Et c'est quelque chose d'extrêmement courant. Alors, on ne va pas tuer le capitaine, on ne s'en prend pas à lui physiquement, simplement on le débarque. Le code des pirates est certes égalitaire. Il varie selon les équipages, mais quand le capitaine déplaît, il peut être destitué par un vote démocratique. Labuse en fera les frais au cours de sa carrière de capitaine dans l'océan Indien. Mais restons dans les Caraïbes, où Olivier Levasseur accumule les prises de bateaux. Pourquoi trouve-t-on autant de pirates dans les Caraïbes ? Et pourquoi parle-t-on d'âge d'or de la piraterie ? L'âge d'or de la piraterie, c'est entre 1650, la deuxième moitié du XVIIe siècle, jusque les années 1730, 1720-1730, donc le premier quart du XVIIIe siècle. Ça, c'est important. Jean Soula. Elle naît dans la Caraïbe, bien sûr, bien que déjà dans les années 1680, on ait des pirates dans l'océan Indien, qui avaient un peu flairé le filon malgache notamment, et des mascareignes, ces espèces de repères de pirates cachés, etc. Et en fait, l'objectif, c'est quoi pour ces pirates ? C'est de prendre des galions espagnols et portugais qui font la navette entre les mines d'argent d'Amérique du Sud, les nouvelles colonies d'Amérique et l'Europe. Au départ, ces galions ne sont pas protégés. Donc les pirates, même les premiers corsaires du XVIe siècle, prennent ces navires pour le compte de royaume. Les pirates le font indépendamment, en tant qu'auto-entrepreneurs, et capturent ces galions espagnols chargés d'or. C'est ce qui va faire rêver tout le monde. Le premier écrivain qui va rendre ces pirates célèbres se nomme le capitaine Johnson. Il est l'auteur de l'Histoire générale des plus fameux pirates, publiée en Angleterre à partir de 1724. Apollo, scénariste de bande dessinée et professeur de littérature à La Réunion, nous donne un aperçu de ce livre en 2 tomes, ô combien important pour qui s'intéresse à l'histoire des pirates. Le grand livre qui sert de référence à pratiquement toutes les études de pirates, c'est le livre de Captain Johnson qui s'appelle « Histoire des plus fameux pirates » et qui est un livre extrêmement bien documenté sur l'histoire des grands pirates anglais. Alors, on y retrouve la Buse. Alors, il n'y a pas de chapitre consacré à la Buse, mais il apparaît dans plusieurs chapitres. Et on sait que c'est un ouvrage qui est extrêmement documenté parce que ce que raconte Captain Johnson, c'est écrit au tout début du XVIIIe siècle, correspond à ce que les archives européennes ou des îles disent. Ce qu'il faut savoir, c'est que le capitaine Johnson a publié en 2 volumes, d'abord 1 puis 2, en 1724, réédité jusqu'en 1736. C'est un véritable best-seller qui éclate dans les petits salons de la noblesse de Londres, de Paris ou d'Amsterdam. Et ce livre, en fait, raconte les exploits et les pillages de ces fameux pirates des Caraïbes, mais aussi de l'océan Indien. On parle bien sûr de Barbe Noire, de Jack Rackham, de Mary Read, Anne Bonny, etc. Et on a 35 biographies de pirates en 2 volumes et qui présentent à la fois leurs exploits, mais aussi leurs représentations. C'est-à-dire qu'on va avoir les premières gravures montrant, par exemple, Edward Teach, alias Barbe Noire. Le capitaine Johnson est un écrivain à succès bien mystérieux. On ne retrouve pas sa trace dans les archives. Certains chercheurs anglais ont suggéré que Charles Johnson était en fait le pseudonyme de Daniel Defoe, l'auteur de Robinson Crusoe. Mais retrouvons la Buse. Certes, il est très peu présent dans l'histoire générale des plus fameux pirates, mais pour un pirate français, figuré dans ce récit qui parle principalement de forbans anglais, c'est malgré tout un exploit.
Johnson ne lui consacre pas de chapitre dans son histoire des plus célèbres pirates. Marie-Ève Stenuit. Il en parle quand il raconte la vie d'autres pirates avec qui Labuse a collaboré. Il faut savoir que ça, c'était une pratique très habituelle chez les pirates. Ils passent leur temps à s'associer, à naviguer quelques années ensemble, à 2 ou 3, puis à se séparer, à continuer tout seul, puis à s'associer avec quelqu'un d'autre. Et c'est donc en racontant la vie de 3 ou 4 autres pirates que Johnson nous parle incidemment de Labuse. Selon la plupart des historiens et spécialistes de Labuse, Olivier Levasseur a donc fréquenté les pirates les plus connus de son temps, à commencer par Sam Bellamy, surnommé le prince des pirates. Qui était-il ? Samuel Bellamy, c'était un pirate qui est originaire de Cape Cod dans le Massachusetts, sur la côte est des États-Unis. Jean Soula, Qui est un pirate des nouvelles colonies anglaises de l'époque. Ce pirate est connu notamment par un surnom, on l'appelait le Robin des Bois des mers. C'est-à-dire que c'était un pirate relativement diplomate, qui n'aimait pas faire feu de tout bois sur les ennemis, prendre plutôt les navires en douceur, avec une stratégie bien élaborée. Et il est relativement connu aussi parce que il a pillé de nombreux navires sur la côte est des États-Unis. Il est resté vraiment dans la sphère des Caraïbes et de la côte est des États-Unis parce que son but aussi, c'était de rentrer chez lui, de retrouver sa femme et son enfant. Et il a monté, en tout cas il a participé à la construction d'un repère de Forban qui s'appelle, dans la légende, la République des pirates, ça fait toujours bien, qui se trouve à Nassau dans les Bahamas et qui est mise en place dans les années 1713-1714 par 2 pirates, Henry Jennings et Benjamin Hornigold, et qui va accueillir pendant 3-4 ans les plus terribles Forbans de la Caraïbe. Benjamin Hornigold est un célèbre pirate anglais dont Barbe Noire était le second. Olivier Levasseur, dit Labuse, a sévi à ses côtés. Et Benjamin Hornigold avait une particularité. Il refusait d'attaquer les navires anglais par patriotisme. Benjamin Hornigold, oui, personnage extrêmement étonnant, d'abord corsaire. Charles Mézance-Briseul. À la fin de la guerre de succession d'Espagne, il s'estime lésé et trahi, donc il décide de devenir pirate pour se rembourser en quelque sorte. Et c'est là qu'il va rejoindre Bellamy et Labuse, qui sont un petit peu plus jeunes que lui. Ils vont cesser leur collaboration parce qu'Hornigold refuse d'attaquer les bâtiments anglais, ce qui ne pose aucune difficulté à Bellamy et Labuse. Donc là, ils vont voter la fin de leur collaboration. Hornigold part de son côté, Bellamy et Labuse du leur. Et chose très étonnante, on y reviendra, mais quand il va y avoir la proposition d'amnistie royale par le roi d'Angleterre dans les Bahamas, Hornigold va l'accepter immédiatement et va se transformer en chasseur de pirates. Il va donc pourchasser ses anciens compagnons, avec un succès relatif, enfin il va quand même en arrêter quelques-uns, et il va ensuite mourir en s'échouant au large des côtes du Mexique. Selon de nombreux récits et documents, Labuse, Sam Bellamy et Benjamin Hornigold ont navigué ensemble. Pendant l'âge d'or de la piraterie, il était fréquent de s'associer. Alors, la mécanique de la piraterie, c'est que on commence généralement avec un petit bateau, un petit équipage. Marie-Ève Stenuit. On s'associe pour essayer d'être un petit peu plus fort. On fait des prises qui, au départ, ne sont pas très grandes, mais qui permettent de recruter d'autres membres d'équipage, puisque un des principes et des modes de recrutement des pirates, c'est que lorsqu'ils ont fait une prise, ils proposent à l'équipage de les rejoindre. L'image des pirates qui exécutent tout le monde, c'est une image d'Hollywood, ça n'est pas du tout dans leur intérêt. Et les pirates sont toujours friands d'avoir des charpentiers, des chirurgiens, des maîtres de voile, donc des gens plutôt qualifiés, mais il leur faut aussi des simples matelots. Donc c'est ce qu'a fait Labuse aussi en s'associant avec Hornigold. Ils vont faire plusieurs prises et agrandir petit à petit leur flotte. À cette époque, les pirates ont leur repère, baptisé New Providence, sur l'île de Nassau dans les Bahamas. Labuse y passe régulièrement, de même que Sam Bellamy ou Benjamin Hornigold, ses acolytes. Oui, capitaine, parlez à virer.
On ne sait pas comment ça fonctionnait. On a une petite idée. Jean Soula. Faut pas imaginer des ruelles pavées avec des établissements en pierre très hauts à la mode espagnole comme on peut le voir dans plein d'œuvres de fiction. Non, ça devait être beaucoup plus simple que ça, c'est-à-dire c'est des maisons en bois avec des palmes. On est en bord de mer, on a des campements, des tentes qui sont installées. Les fameuses tavernes pirates, en fait, généralement, c'est 3 tonneaux posés, 2-3 tables sous tente. Et puis, on accueille, en fait, les nouveaux arrivants qui boivent un coup et qui puissent se relâcher un petit peu. On a des hamacs un peu partout, le linge doit sécher, évidemment. Et on a une zone surtout de carénage. C'est une zone de réparation des navires, où on les met en cale sèche, on les répare, etc. Donc, il faut imaginer un petit peu ce décorum totalement différent de ces villes européennes, comme on voit souvent d'ailleurs l'île de la Tortue ou autres, dans les œuvres de fiction, Pirates des Caraïbes, pour pas le citer, tout en dur. Non, on est sur quelque chose de relativement éphémère. À boire, on va fêter la prise qu'on a faite ce soir avec tout cet or, ces rivières de diamants. Maintenant c'est nous les rois. L'éphémère République des pirates de New Providence n'aura donc duré qu'une dizaine d'années. Car en ce début de XVIIIe siècle en Angleterre, on est exaspéré par ces pirates qui s'emparent de navires et mettent à mal le commerce de marchandises et d'esclaves. Un ancien corsaire dénommé Wood Rogers va être envoyé comme gouverneur à New Providence pour remettre de l'ordre. Wood Rogers décide de développer cette amnistie avec le roi de l'époque, Georges Ier, et de bénéficier de la présence de ces pirates. Plutôt que de les pendre et de les faire mourir, il préfère 2 choses. Leur faire signer une amnistie pour qu'ils deviennent peut-être corsaires, et surtout qu'ils viennent dépenser le fruit de leur rapine, de leur pillage dans la colonie de Nassau. Il faut imaginer que ces colonies ont besoin d'argent, ont besoin de faire vivre les commerces et les gens sur place. Donc les pirates sont là pour ça. Donc c'est pour ça aussi qu'on préfère les amnistier pour justement faire vivre la colonie. Labuse, comme bien d'autres, ne veut guère renoncer à sa vie de pirate. Il part pour le Brésil où son bateau fait naufrage. En 1719, on le retrouve à bord d'un navire dénommé le Rising Sun, le soleil levant en français, commandé par le capitaine anglais William Moody. Après un passage dans les îles Canaries, le navire vogue vers l'Afrique de l'Ouest quand une dispute éclate. Et donc là, il va être sur le navire de Moody. Charles Mézance-Brizeul, biographe de Labuse. Il va y avoir une bagarre, une rivalité énorme entre les pirates. Le capitaine Moody va demander à un de ses seconds, Coquelin, de quitter le navire sur une embarcation de fortune, les condamnant à une mort certaine. Suite à cela, le reste de l'équipage dont Labuse ont estimé que Moody a été trop cruel et vont destituer Moody. Donc Moody va être, lui, abandonné également. Labuse va prendre le contrôle du bateau, ils vont retrouver Coquelin et ils vont se retrouver après le long du golfe de Guinée, en gros, du Sénégal, et puis après ils descendent, le Ghana, etc. Sachant que l'essentiel de la traite négrière occidentale se faisait dans cette zone, alors dans plusieurs pays, mais une des places fortes étant le Bénin actuel. Au cours de sa carrière, Labuse a capturé bon nombre de navires négriers. Si les pirates attaquaient assez fréquemment des navires négriers, Marie-Ève Stenuit, c'est pas par philosophie ou pour s'opposer à l'esclavage, mais parce que les navires négriers sont, en tant que bateaux, des embarcations très intéressantes, parce que ce sont des bateaux qui sont rapides et qui ont une grande capacité de stockage, forcément. C'est un type de bateau qui intéresse beaucoup les pirates. Et c'est toujours des bateaux riches aussi, parce que soit la cargaison d'hommes est toujours là, et les pirates peuvent les revendre par la suite, soit elle a déjà été vendue et elle a été transformée en poudre d'or, en marchandises. C'est tout. Donc un navire négrier, avec ou sans esclaves, est toujours une prise intéressante pour un pirate. Les pirates n'ont pour la plupart aucun scrupule à vendre des esclaves. Mais ils peuvent aussi les recruter à bord de leurs navires. Au cours de sa carrière de capitaine, Olivier Levasseur a compté dans ses équipages bon nombre de marins qui ont ainsi brisé leur chaîne. Les pirates d'un côté ne sont pas racistes.
C'est pas du tout dans leur philosophie. Et un esclave échappé d'une plantation qui vient rejoindre les pirates, il va être très bien accueilli parce qu'ils vont y reconnaître quelqu'un qui, comme eux, sont des hors-la-loi, sont opposés au gouvernement, etc. Donc, c'est pas la couleur de peau qui importe chez les pirates. Ils ont des gens de toutes les nationalités. Ils ont des Indiens, ils ont des Asiatiques de temps en temps. Ça pose aucun problème. Mais une cargaison d'esclaves, ça reste une marchandise. En 1719, Olivier Levasseur navigue au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest en compagnie de 2 autres capitaines pirates. En avril, ils capturent un navire négrier et prennent en otage son capitaine, William Snelgrave. Ce marchand d'esclaves a laissé un récit complet de sa captivité. Alors, le capitaine négrier anglais William Snelgrave, qui va être capturé par Labuse et ses complices, va nous livrer un témoignage tout à fait étonnant où il raconte sa capture et surtout il raconte sa vie à bord d'un navire pirate. Et là, on est encore une fois assez loin de l'image romantique et d'Épinal des pirates. On a une vie essentiellement faite de violence, de beuverie, de rixes. Les pirates sont toujours ravinés, veulent toujours voler les habits de Snelgrave, qui ne doit son salut d'ailleurs pour le coup parfois qu'à Labuse. Et c'est assez infernal. On a même une scène hallucinante où les pirates sont tellement saouls qu'ils ne se rendent même pas compte que le feu va gagner la salle où il y a la poudre et ce qui menacerait de faire sauter le bateau. Et c'est un esclave qui va justement éteindre le feu. Donc on a des scènes comme ça un petit peu apocalyptiques où les pirates font littéralement n'importe quoi. Malgré tout, les pirates continuent de faire rêver. Ils fascinent. Leurs bateaux, leurs drapeaux, leur aspect physique et leur mode de vie captivent encore le public. De nombreux pirates avaient des surnoms. Et Olivier Levasseur, dit Labuse, ne manque pas à la règle. Alors Labuse, c'est un nom qui veut dire le pilleur rapide. En fait, Labuse, c'est un oiseau de chasse comme le faucon qui va très très rapidement. Qui lui a donné, je ne sais pas, très honnêtement. Est-ce que c'est la Marine royale française probablement qui cherchait à noter? Ils ont tous des surnoms, hein, ces pirates, c'est assez fascinant. Calico Jack pour Jack Rackham parce que il avait un goût pour les vêtements de couleur, les soies, etc. Le calico, c'est la couleur pourpre. Le rouge, le fameux Barbe Noire à cause de sa barbe tressée évidemment, et Labuse on le connaît comme ça, mais il apparaît pour la première fois en 1724, c'est pas Labuse, c'est la bouche, parce que les Anglais parlent mal français et ils l'appellent comme la bouche, le boucher, Labuse, enfin voilà, on a plusieurs noms qui apparaissent à cette période-là. Bon, c'est Olivier Levasseur, alors parfois en 2 mots, parfois en un seul mot, vous voyez, et c'est fascinant parce que ils ont parfois plusieurs noms. Edward Teach, Touch pour Barbe Noire. Et tout ça, ça permet de brouiller les pistes, en fait. Ne pas être rattrapé par la patrouille, c'est l'objectif numéro 1 des pirates, qui pour la plupart ne vivent guère longtemps. Une vie de forban dure en moyenne 2 ans. Labuse, notre pirate français, bien connu à La Réunion, fait exception. Sa longévité d'une bonne dizaine d'années est donc en soi une prouesse. Elle tient peut-être au fait que dès que la menace devenait trop forte, il changeait de terrain de jeu. C'est donc pourquoi, après l'Afrique de l'Ouest, Olivier Levasseur, dit Labuse, part pour l'océan Indien. Comment Labuse poursuit sa carrière de pirate ? Comment participe-t-il à la plus grosse prise de la piraterie ? Pourquoi Olivier Levasseur est-il pendu à La Réunion ? Toutes ces questions, nous y répondrons dans notre 2e épisode intitulé « Labuse, pirate de l'océan Indien ». À la réalisation, Cécile Baquet et Gilles Masaniello. Archives, Claudia Soto. Prise de son à La Réunion, Bruno Dessommes. Remerciements à Richardson Ficadière qui nous a prêté sa voix pour interpréter un pirate. C'était Histoires, une collection de podcasts produite par le pôle Outre-mer de France Télévisions. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site lapremière.francetvinfo.fr.